Bonsoir, donc bienvenue à cette rencontre avec Sonia García López, avec qui on va discuter sur la place des femmes dans la culture cinématographique du franquisme et de la transition. Et pour commencer, je vous présente Sonia. Et Sonia est professeure à l'Université Carlos III de Madrid et aussi à l'école Cinescola d'Elias Querejeta à San Sebastián. Elle est surtout chercheuse et commissaire d'exposition et programmatrice. Elle a été invitée dans des universités telles que la Sorbonne à Paris ou l'Université de Cambridge. Et elle a publié nombreux ouvrages, dont d'ailleurs on en a quelques-uns ici sur le piano à disposition de vous, qui sont à consulter si vous voulez savoir un peu plus sur l'œuvre de Sonia. Vous pourrez les consulter à la bibliothèque d'ici, de la Cinémathèque, tout au long du festival. Et Sonia, elle s'est spécialisée sur les cinémas de ces femmes dont on va parler aujourd'hui. Elle a fait un long travail de longue haleine pour un peu visibiliser, rendre visibles ces cinéastes qui sont un peu passés inaperçus aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est un plaisir de l'avoir avec elle, avec nous. Parce qu'en plus, elle a fait un double travail. Je l'ai dit tout à l'heure à fonction des notes, on a un peu discuté, mais elle a aussi, vous savez, si vous avez entendu, cette année, c'est le centenaire aussi des trois femmes espagnoles, donc Lola Flores, Margarita Alexandre et Cecilia Bartolomé. Et donc, bueno. Et Ana Mariscal, pardon, pas Bartolomé. Et donc, elle a préparé une exposition en collaboration avec Marina Díaz de l'Instituto Cervantes de Madrid, une exposition qui recueille des articles de presse, d'affiches et toute une série d'objets pour rendre hommage à ces femmes, qui a été inaugurée vendredi dernier et que vous pourrez voir à Madrid jusqu'au 31 mars si vous avez la chance de passer à Madrid. Et c'est une expo qui, elle parle aussi des femmes dont on va parler aujourd'hui. Voilà, juste pour la présentation de Sonia. On va essayer de faire un balayage de toutes les œuvres ou les films dont on va parler aujourd'hui. On va commencer chronologiquement. En fait, comme Loïc l'a dit un peu, nous avons conçu ce cycle en collaboration avec l'équipe de la Cinémathèque. Et c'est parti plutôt d'envie, de la constatation qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes cinéastes espagnoles dans l'histoire, où il y en avait très peu. Donc on voulait savoir pourquoi. Il y avait, par exemple, beaucoup d'actrices, évidemment, mais beaucoup moins de cinéastes ou des techniciennes. Et donc on est parti de ces questionnements pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et quelles étaient ces femmes. Et un peu donc pouvoir en parler d'elles ici à Toulouse. Et donc la première question... Et on pourrait partir un peu des origines. Quelles sont les premières femmes dans le cinéma espagnol qui ont commencé à faire du cinéma et que tu peux nous présenter un peu pour commencer? Bon, premièrement, si vous me permettez, je veux remercier Loïc et Alba pour cette invitation à être ici à le cinéma Cinespagne à Toulouse et aussi à toute l'équipe du festival. Je suis vraiment ravie d'être ici, d'avoir découvert physiquement ce festival-là et de rencontrer l'équipe et le public. Donc, merci à vous et merci aussi pour être ici aujourd'hui. Et bon, je voulais juste te remercier. Et pour répondre à ton question, je crois qu'il y a quelques noms qui ont été découverts dans les dernières années, et comme les femmes qui étaient les distributeurs, les entrepreneuses et même peut-être les opératrices, réalisatrices dans les cinémas des premiers temps, et comme c'était Anaïs Napoléon, Carmen Pisano, Beatriz Aizpuru. Ce sont des prénoms qui sont encore très inconnus, mais qui commencent à sortir. Et je crois que ça, c'est un travail qu'on doit faire. Les documentaristes, les archivistes, les chercheurs, et parce que je ne suis pas tellement sûre qu'il n'existait pas des femmes qui ont fait du cinéma, mais peut-être on ne les a pas cherchées. Il y a un projet qui est très intéressant, qui s'appelle Women Film Pioneers, et a été créé par l'Université de Columbia aux États-Unis, et elles se sont fait cette question. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de femmes qui ont dirigé des films dans l'époque muette? Et ils ont découvert des centaines de femmes qui étaient des scénaristes, des réalisatrices, des monteuses dans tous les pays du monde.
Donc, je pense que c'est un travail à faire. Faire la question et après chercher ces femmes. Ça, c'est dans l'époque des premières années du cinéma, mais bien sûr, pendant la République espagnole, il y avait Rosario Pi, Elena Cortesina qui ont fait des longs métrages. Quelqu'un d'eux sont disparus, malheureusement. Mais il y a des noms qui sont importants aussi dans les scénaristes. Il reste quand même des films conservés de Rosario Pi et Elena Cortesina? D'Elena Cortesina, non. Par l'instant. Ça, c'est pareil. Parfois, si l'on cherche dans les archives, on va trouver quelques films qui ont disparu. Mais aujourd'hui, c'est El Gato Montes de Rosario Pi et c'est conservé, mais pas les autres. C'est un film de quelle année? Je pense que c'est 1935, si je ne me trompe pas. Mais je devrais regarder. Et là, c'est la République. Après, il y a le franquisme. Et là, on peut parler aussi, si vous... Okay. Oui, justement, on voulait un peu contextualiser donc, le moment duquel on parle, et surtout parce que la République en Espagne a fait beaucoup d'avancées sociales, et pour la femme, a obtenu beaucoup de droits qui n'existaient pas avant. Ça a été, des 31-36, il y a eu beaucoup de liberté pour les femmes, ou d'acquis sociaux en tout cas, mais l'arrivée du franquisme repositionne la femme dans une autre situation que si tu peux nous parler un peu plus pour comprendre comment étaient ces femmes. Oui, déjà dans la guerre civile, 1938, dans la zone nationale, la zone franquiste, on sort le statut de travail du nouveau gouvernement franquiste. Et là, on interdit les femmes de travailler. Et bien si ça change pendant la dictature, les femmes ont très restreinte la possibilité d'accéder à l'esphère publique. Donc, ils doivent demander le permis du mari ou de son père pour pouvoir travailler, pour avoir une entreprise, pour voyager. Pour étudier, ils doivent faire aussi ce qui était appelé les services sociaux, qui était une espèce de, comme un service militaire chez la section féminine, qui était le parti de la Phalange, d'extrême droite, fasciste, et tout ça pour s'intégrer peu à peu dans les sphères publiques. Donc c'était vraiment, et il y avait des professions qui étaient totalement, pas interdites par la loi, mais presque impossibles pour les femmes, comme c'était par exemple être juge, magistrate. Par exemple, oui, merci. Et alors du coup, pour les professions, on va dire, du monde du cinéma, quelle était la situation? Parce qu'on a évoqué les noms d'Anna Mariscal et Margarita Alexandre, qui sont un peu les deux cinéastes, pour le coup, dont il reste des films des années 50. Je crois que ça se résume un petit peu à ces deux noms-là. Donc, comment ces femmes, en fait, dans ce contexte que tu viens de décrire, accèdent à la réalisation? Bon, il faut dire, premièrement, que une chose qu'on avait parlé avant, et dans le franquisme, il y a toutes ces restrictions pour les femmes qui ont changé totalement leur incipient autonomie qu'ils savaient conquérir pendant la République, parce que aussi il interdit le divorce et l'avortement et beaucoup de choses. Mais c'est vrai aussi que dans le franquisme, il y a une censure politique, idéologique, une censure aussi morale, parce que c'était un régime catholique. Mais le chauvinisme et le machisme dans le franquisme, ce n'est pas exclusif. C'est quelque chose qui est aussi dans d'autres pays où il y avait démocratie. Et par exemple, on pourrait parler aussi de comme c'était en France, avec l'Institut des études cinématographiques, l'école de cinéma ici, ou dans d'autres pays qui étaient démocratie, mais où la femme a eu aussi des problèmes pour accéder au cinéma. Mais pour répondre à ce que tu disais, Anna Mariscal et Margarita Alexandre, tous les deux ont commencé comme des actrices. Et ça, c'est, par exemple, très similaire à les parcours qu'a fait Ida Lupino aux États-Unis. C'est des femmes qui commencent comme actrices, qui ne vont pas aux écoles de cinéma, peut-être parce qu'il n'y a pas d'école à ce moment-là, mais être actrice leur permet d'observer comment ça fonctionne, comment un tournage fonctionne et quels sont les métiers du cinéma. Aussi, l'autre jour, quelqu'un disait que
l'office de script girl, et c'est l'office le plus important pour apprendre à diriger. Et par exemple, Margarita Alexandre a fait aussi le script pour apprendre et connaître tous les offices de cinéma. Et après ça, elles ont fondé ses propres maisons de production indépendantes. Et elles ont produit et dirigé leurs propres films et les films des autres. Autre chose importante à dire, c'est qu'elles ont eu l'appui des personnes très importantes pour elles qui leur ont soutenu dans cette difficulté pour accéder à la sphère publique. Ça, c'est ces couples. Et pour moi, c'est aussi important de parler de ça parce que je pense que le féminisme n'est pas seulement une chose à femmes, c'est aussi une chose à les hommes. Et ces hommes qui ont accompagné Ana Mariscal et Margarita Alexandre, qui sont Rafael Torrecilla, le directeur de photographie Juan Mariné, et Valentin Javier, le couple d'Ana Mariscal, qui était directeur de photographie aussi. C'était très important parce qu'ils ont formé avec elle les maisons de production. Donc peut-être toute la partie administrative, toute la partie qui était compliquée par cette bureaucratie franquiste a été facilitée par ces alliés et ils leur ont aidé aussi à être protagonistes. L'autre jour, David García Rodríguez, le fils d'Ana Mariscal, rappelait que dans le cas d'Ana Mariscal, c'est Valentin Javier qui a dit tu diriges le film. Tu veux faire le film, dirige-le toi. Et il l'a animé à faire ça. Donc, c'est aussi intéressant de connaître ces petites histoires. Non? Mais c'est comme ça qu'ils sont devenus des directrices, et productrices et scénaristes aussi. Et justement, donc elles étaient actrices, elles ont pu fonder des boîtes de production et tourner des films. Et en plein franquisme, et du coup, quelle était sa relation à la dictature en ce moment-là? Comment elle vivait ça, des possibles censures, ou quel était le rapport au régime? Et c'est très, très intéressant parce que Ana Mariscal et Margarita Alexandre, c'était deux caractères de personnalité totalement différents, presque opposés, mais pas sans contradiction, ni l'un ni l'autre. Et Margarita Alexandre se définit toujours comme acrate. Et en même temps, elle définit comme acrate aussi son mari, qui était de l'aristocratie. C'était le comte de Villamonte, Juan José de Melgar y Rojas, comte de Villamonte. Donc, elle était une femme de la haute société à des idées à gauche. Et son premier film, Cristo, c'était une espèce de biographie documentaire. C'était dans le genre de documentaire d'art, comme l'a fait Luciano Emer en Italie, ou comme Alain Resnais a fait aussi quelques courts-métrages ici en France, dans cette ligne de les documentaires d'art. Et ces films, par les titres, par les caractères, et parce que c'était l'adaptation d'une biographie de Jésus-Christ fait par les premières priorats del Valle de los Caídos. Et apparemment, c'était quelque chose allié aussi, favorable aussi des franquistes. Mais ils ne savaient pas cette idée de faire un film pour les franquistes, pour l'État franquiste. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était un film d'art. Et ils voulaient faire un long métrage. Un long métrage, ce n'est pas une chose facile à faire dans les documentaires d'art parce qu'il faut utiliser le 20 titres pour se déplacer sur les images et il y a besoin d'avoir beaucoup d'images. Donc, ils ont pensé que l'une des possibilités les plus faciles pour avoir beaucoup d'images que filmer, c'était le thème religieux. Mais ce n'était pas l'intérêt religieux qu'ils savaient. Mais quand même, bien sûr, le franquisme et Franco ont été très, très contents qu'ils fassent un film religieux. Ils leur ont donné l'intérêt national, qui était le maximum reconnaissement. Et Franco a reçu Margarita Alexandre et Rafael Torrecilla à son résidence. Mais après ça,
ils ont fait La Ciudad Perdida. Et ça, c'est un film où ils se sont totalement écartés des intérêts et des thèmes franquistes. Ce film parle d'un exilé qui retourne en Espagne pour faire un attentat. Ça, c'est 1953. Et tombe amoureux d'une femme de la haute société franquiste. Et donc, ce film expose, avec quelques années d'avance, la proclame de la réconciliation nationale, qu'en 1956 allait sortir le Parti communiste. Donc, ils ont collaboré avec Alfonso Sastre, qui était un dramaturge qui avait tous les œuvres prohibies, interdites par la dictature. Et le film a été aussi très, très censuré. Donc, elle jouait tout le temps entre faire les caméléons et pas faire les caméléons. Finalement aussi, sa trajectoire de vie était incompatible avec le franquisme. Elle était mariée avec ses comtes, Juan José de Melgar, mais en même temps, elle a commencé une relation avec Rafael Torrecilla, qui était son compagnon de vie et compagnon professionnel. Et comme le divorce était interdit en Espagne, ils se sont partis, ils allaient au Mexique pour participer dans le cinéma mexicain avec Buñuel et les exiliés et tout ça. Mais finalement, ils sont recalés, on peut dire ça, recalés, en Cuba. Ils ont atterri. Merci. En Cuba. Et c'est là qu'elle a passé plus de 10 ans à travailler pour l'ICAIC, pour l'Institut de cinématographie cubaine. Et elle a travaillé beaucoup, très près de Tomás Gutiérrez Alea et d'autres directeurs très importants. Donc c'est une figure qui n'a pas blanc ou noir, c'est aussi, il y a beaucoup de nuances. Et Ana Mariscal, c'est un cas très similaire, même si elle était fervemment franquiste. Elle avait beaucoup de contradictions aussi parce que sa famille s'était totalement divisée. Son père avait voté le Front populaire en 1936 et après avait été chassé par les républicains parce qu'il était un petit impresario. Donc Anna a développé une espèce de rancune contre les idées à gauche, mais elle avait eu cette éducation libérale de son père et elle aimait beaucoup la liberté, l'authenticité. Donc elle ne faisait pas de concessions à le régime franquiste. Elle a protagonisé, comme peut-être beaucoup de personnes ici le savent, le film Raza. C'est un film de 1942 qui avait le scénario fait par Franco, sous pseudonyme. Elle était la protagoniste principale. Et pendant beaucoup d'années, elle avait 20 ans quand elle a fait ce film-là, mais quand elle est morte dans les années 99, et elle a eu les obituaires qui disaient qu'elle était la muse de Franco. Mais paradoxalement, elle a subi la censure toute sa vie, avec ses projets les plus personnels. Quand elle avait 23 ans, elle a écrit un roman qui s'appelait Hombres et qui était une diatribe contre le mariage. Ça a été censuré avant de sortir. Après, tous les films qui étaient très personnels, comme Segundo López, El Camino ou Con la vida hicieron fuego, ont été censurés. Pas interdits, mais avec beaucoup de censure. Et elle n'était pas du tout une figure commode pour le régime. Si vous regardez les films, quelques d'eux, vous pourrez le voir ici, et si vous connaissez le rôle d'Ana Mariscal comme actrice, vous verrez qu'elle interprète un type de personnages qui sont très, très puissantes, mais pas délicats ou pas réalistes. Et dans ces films, elle apparaît d'une manière très, très différente. On peut montrer un extrait juste dans quelques moments. Mais aussi, je voulais remarquer qu'Ana Mariscal a aimé toute sa vie Federico García Lorca. Elle lui avait rencontré en 1935 quand elle a connu un groupe de théâtre amateur qui s'appelait Amfistora, où Lorca faisait des œuvres. Et elle a été choisie par Lorca pour faire Así que pasen 5 años. Et après, la guerre est commencée et Lorca a été assassiné. Mais après ça, Ana Mariscal a toujours voulu de faire des œuvres à Lorca. Elle faisait beaucoup de théâtre, elle a adapté la plupart de ses œuvres.
Et quand elle est née en Argentine, dans les années 50, elle a collaboré avec Rafael Alberti et avec beaucoup d'exiliés en Argentine pour faire les adaptations de télévision des œuvres de Lorca. Et aussi, quand elle est rentrée en Espagne, elle s'est rendue compte de la nécessité de lancer aussi cette consigne de la réconciliation nationale. Elle l'a fait con La vida hicieron fuego, qui a une thématique très similaire à La ciudad perdida, en tant que c'est une femme républicaine qui se rend amoureuse d'un homme qui est franquiste. Si vous voulez, on peut montrer l'extrait de Segundo López, où vous verrez la protagoniste est Ana Mariscal de ces morceaux. Vous pouvez regarder quelque chose qui sont, comme elle est très intéressée à l'esthétique néo-réaliste, qui n'a pas plu au régime franquiste, parce que vous verrez Madrid dans les années 50, dans la post-guerre, avec toutes les blessures de la guerre, avec toutes les marques des obus. Et aussi, vous verrez qu'elle n'est pas idéalisée du tout. Elle représente une femme sans maquillage, très naturelle. Et vous verrez, c'est tout moins idyllique ou mélodramatique. Moi, j'avais une question justement avec ce court extrait qu'on a vu de Segundo López, Aventurero Urbano. Il y a des échos assez clairs en fait de néoréalisme un petit peu. Enfin, on voit plein de scènes populaires, même du Kid de Chaplin, un peu dans cette scène. Enfin, et quand on sait le rapport assez compliqué du franquisme avec le fait de montrer la réalité de l'Espagne dans les années 40, 50, à quel point la censure a essayé d'éviter qu'une forme de néoréalisme émerge en fait en Espagne et parle vraiment du pays en lui-même. Est-ce que c'est pas une façon qu'avait Ana Mariscal aussi sans forcément s'opposer directement au régime, d'être dans une forme d'hétérodoxie par rapport par rapport au chemin vers lequel le franquisme essayait de diriger la production, c'est-à-dire plutôt des comédies escapistes, des choses qui ne parlaient pas du réel. Donc plus largement, ça serait quoi l'apport au cinéma espagnol de ces deux cinéastes des années 50, de Margarita Alexandre et de Ana Mariscal? Je ne sais pas si elles ont des points communs. Qu'est-ce qu'elles apportent au cinéma? Et peut-être ça va nous permettre d'ailleurs d'enchaîner peut-être sur la génération suivante des années 60. Bon, c'est totalement ce que tu dis, c'est une forme d'hétérodoxie. Ana Mariscal disait que les guerres et le cinéma est fait par les hommes et qu'elle ne partage pas la façon des hommes de faire le cinéma et bien sûr n'est pas de faire la guerre. Donc elle avait ses propres idées, elle voulait leur rendre à terme. Et comme je disais avant, elle avait un grand intérêt pour la réalité, pour ce qu'il y avait à son entour, et bien sûr pour les classes les plus populaires. Et tous les acteurs qu'il y avait à Segundo López, c'était des acteurs naturels, des acteurs non professionnels, sauf Ana Mariscal et un petit papier pour Tony Leblanc. Mais ça, c'est, je crois, une des apports qu'elle a fait au cinéma. Et il y a beaucoup d'échos entre Segundo López aussi et Surcos, le film de José Antonio Nieves Conde, qui a été aussi très castigado et très puni par la censure. Le directeur général de cinématographie a été renvoyé après qu'il a approuvé ce film. Et le néoréalisme n'était pas afin à la dictature du tout. Et Segundo López a subi une espèce de censure qui n'était pas la prohibition, mais c'était une censure indirecte. Elle a reçu la 3e catégorie. Le cinéma recevait des différentes catégories administratives. Il y avait l'intérêt national qui recevait une bonne partie de les budgets et pouvait récupérer toutes les dépenses économiques qu'il avait fait pour les tournages. Il y avait la première catégorie, la 2e et la 3e. Et ce film a reçu la 3e catégorie, même si tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, je crois que c'est un chef d'œuvre. Et aussi a été autorisé pour majeurs de 18 ans. Donc ça, c'était virtuellement condamner les films à ne pas être dans le cinéma. Parce que si un cinéma avait un film de 3e catégorie, n'avait le droit d'acheter des permis d'importation de films nord-américains.
Et donc, il ne pouvait pas gagner de l'argent. Donc, il ne voulait pas ce film. Donc, ce film a été distribué par Ana Mariscal elle-même et son mari, et peuple par peuple, village par village, dans le nord de l'Espagne. Il allait avec la moto, il faisait les contrats avec le cinéma, et les jours suivants, allait Ana Mariscal pour présenter son film en personne avec El Chirri, ce petit garçon qui apparaît dans le film, et je crois que ça c'était très révélateur, et c'est très bizarre. Quand j'ai voyé ce film et d'autres films comme El Camino, c'est presque impossible de penser qu'Ana Mariscal était franquiste convaincue, mais c'était une contradiction qu'elle avait, parce qu'elle n'a pas jamais renié d'être franquiste, mais en même temps, elle faisait ce film-là. Et Margarita Alexandre, elles ont beaucoup de points en commun. En fait, Ana Mariscal a fait, après Segundo López, elle a fait Misa en Compostela, qui était un court-métrage, qui est très similaire formalement, esthétiquement à Cristo. Par casualité, 7 mois, dans le canal de Vimeo de Filmoteca Española, il y a les 2 films. Si vous voulez les voir, ça peut se voir en ligne, Cristo et Misa en Compostela. Et c'est un rapport très intéressant entre Margarita Alexandre et Ana Mariscal. Et Segundo López, con La vida y fuego en fuego, a beaucoup à voir aussi avec La ciudad perdida, qui a aussi cet intérêt pour les Madrid réels, pour les rues de Madrid, pour parcourir. Et je pense que seulement montrer comme Madrid était à l'époque, c'était problématique pour le franquisme, parce qu'on pouvait voir la pauvreté, la misère et la tristesse qu'il y avait dans les rues. Donc ça, c'est une question. Et bien sûr, ils ont apporté beaucoup plus de choses et ils ont expérimenté beaucoup avec les films. Margarita Alexandre a fait les premiers films avec des capitales intégralement espagnols en cinémascope en Hispancolor. Et ils ont innové beaucoup aussi avec les narratifs. Et bon, on pourrait parler beaucoup, mais on peut continuer aussi. Effectivement, on peut continuer après avec la génération des années 60, comme on a déjà évoqué, et tout ce qui se passait au sein ou autour de l'AIOC, la Escuela Oficial de Cinematografía, parce que de là, il sortent aussi des femmes qui sont importantes pour notre cycle. Oui, et c'est vrai que cette deuxième génération se différence de la première génération et a en commun, en même temps, entre eux, et le fait d'avoir étudié à l'école de cinéma. Parce que presque toutes les femmes qui ont fait des films dans les premières années de la démocratie ont été formées dans l'école officielle du cinéma, qui était le premier centre officiel d'enseignement de cinéma qui a été créé en Espagne et qui était homologue de l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques de France, et aussi du Centro Experimental de Cinematografía de Rome. Et c'est des femmes qui ont fait un cinéma beaucoup plus d'opposition, et clairement d'opposition. Il y avait quelques femmes qui ont fait des films militants, comme Elena Lumbreras, et il y a celles qui ont fait des films féministes, comme Cecilia Bartolomé, Josefina Molina, Pilar Miró. Et en général, c'était des femmes assez combatives. Il y a eu d'autres femmes qui ont étudié dans l'école, qui ne sont pas fameuses, qui n'ont pas fait film après d'être à l'école, mais qui étaient aussi importants en vouloir faire du cinéma. Pour moi, la volonté de vouloir faire cinéma, c'est aussi une position très forte dans la dictature franquiste, où les femmes étaient dissuadées de 100 manières différentes de faire quelque chose qui représentait une espèce de liderazgo, comment dire, de leadership. Yeah. Oui. Alors, si j'ai bien compris, donc pour pouvoir accéder à la réalisation de films, le chemin était assez compliqué pour les femmes dans le mode de formation, on va dire, traditionnel, qui était d'intégrer des équipes de tournage et de gravir progressivement la hiérarchie technique, premier assistant, deuxième assistant, premier assistant, et finalement réaliser un film. Donc ça, c'était une voie très compliquée si on n'était pas actrice célèbre, et donc si on n'avait pas des capitaux et des connexions pour créer sa propre maison de production, si j'ai bien compris. Oui. Donc elle se dirige finalement, face à cette impossibilité, plutôt vers se former au sein de l'Escuela Oficial de Cine, qui était d'une certaine façon l'autre façon peut-être d'accéder à la réalisation en Espagne à cette époque. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être un peu ce qu'elles ont rencontré, ce qu'elles trouvaient au sein de l'école, un petit peu comment ça fonctionnait, quel type d'ambiance il y avait,
Pourquoi également beaucoup d'entre elles n'ont pas fini, peut-être, l'école, ne sont pas allées au bout, parce que je crois que très peu de cinéastes ont eu le diplôme, finalement. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire un petit peu le fonctionnement de la EOC, de la fin des années 60, parce que c'est à ce moment-là qu'elles étudient, je pense. Oui, c'était très difficile. Même dans les années 90, Teresa Font, une monteuse, a dit que quand elle a voulu commencer à travailler dans le cinéma, elle est allée dans une maison de production, elle était très lancée comme ça, elle a dit je veux faire du cinéma, et dans la maison de production, ils ont dit d'accord, tu peux faire le script ou la monteuse, tu peux faire rien d'autre. Et ça, c'est les années 90. Et donc, dans les années 50, 40, 60, si une femme rêvait de diriger un film, c'était folle. C'était presque impossible. Et comme tu disais, il y avait les actrices très fameuses qui avaient des capitales, mais après Segundo López, Ana Mariscal est presque ruinée. Donc, c'était vraiment difficile. Pour l'école de cinéma, c'était aussi difficile. C'était chimérique. Parce que jusqu'aux années 60, même si tu étudiais dans l'école de cinéma, si tu n'avais pas les carnets syndicaux, qui était un syndicat franquiste, tu ne pouvais pas faire de film. Alors, après faire l'école, tu devais commencer de le plus bas dans le cinéma à faire des films, le méritoriage qu'on appelait, et pour avoir les carnets. Et toutes les femmes étaient invitées à participer comme script, comme monteuse et comme tout ça. Donc, mais la question qui est intéressante, c'est que l'école de cinéma, c'était déjà une possibilité de faire film. Parce que l'école de cinéma avait dans chaque cours des pratiques cinématographiques. On faisait des courts-métrages à l'école. Donc les femmes, même s'ils ne pouvaient pas entrer dans l'industrie, elles savaient la possibilité de faire des films dans l'école. Et ça, c'était déjà très important. Mais pour voir plus de difficultés qu'ils avaient, les premiers statuts que l'école a eu en 1947 interdit les femmes d'accéder à la spécialité de direction. Elle peut accéder à interprétation et à décoration, décor et meublage. Ça, c'était copié du Centro Sperimentale di Cinematografia, qui était comme ça aussi. Et l'année après, ça s'est renversé. Donc, les femmes ne sont plus interdites d'aller à direction. Mais on peut imaginer que le machisme, le chauvinisme qu'il y avait pour cet article a continué. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer la première étudiante en direction, qui est Manuela González Zaba. Elle a commencé en 1952. Et elle m'a raconté que quand elle est allée faire l'examen pour entrer à l'école, les professeurs leur ont dit comment est-ce qu'elle osait de vouloir être directrice. Elle avait besoin de diriger beaucoup d'équipes des hommes et tout ça. Et s'il avait le courage pour faire ça, elle a dit bien sûr. Mais il fallait avoir les caractères pour entrer, parce qu'il y avait toujours les dissuasions. Il y avait aussi des préjudices nationalistes. L'une des femmes qui a passé plus de temps dans l'école, c'était nord-américaine, Catherine Waldo. Elle a étudié direction pendant 6-7 ans. Et finalement, les professeurs de l'école leur ont dit écoute, jamais la première femme qui obtient le diplôme de directrice va être étrangère. Il faut qu'elle soit une Espagnole. Donc, on te suggère de changer de spécialité. Et alors, elle a changé, elle a fait production, et c'est la première qui a obtenu le diplôme de production. Mais quand même, je voulais aussi dire que l'école de cinéma, c'était un espace où il y a eu une liberté qu'il n'y avait pas dans une grande partie de la société. C'était très contradictoire parce qu'il y avait cette situation, mais en même temps, l'école de cinéma, c'est très important parce qu'il y a Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, Víctor Erice, Basilio Martín Patino ont été formés là. Donc il y avait une tension constante entre les instances de direction de l'école et les étudiants et quelques professeurs. Par exemple, Carlos Saura et Luis García Berlanga et José Luis Borao ont devenu professeurs, donc ils ont été alliés avec les étudiants. Et c'est possible comme ça que dans l'école, il y a eu aussi une espèce de dissidence antifranquiste qui a tourné l'école en un centre très, très important pour la dissidence cinématographique dans la dictature. Donc,
encore une fois, et c'est pas blanc ou noir. Je crois qu'on doit parler de tous les zones de sombres qu'il y avait dans l'école, mais aussi parler de l'importance de ces centres pour combattre la dictature de l'intérieur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu disais. Peut-être j'ai laissé quelque chose, je ne sais pas. Et tu pourrais justement, dans ces films d'études que les élèves faisaient à la fin de chaque année, tu peux nous parler un peu plus de ces films, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils étaient diffusés ou pas, parce que c'est assez intéressant aussi. Oui, une chose qui est pour moi très, très intéressante et très mouvante quand je l'ai étudiée, c'est que pendant longtemps, tous les livres de cinéma, c'était très rare, mais Cecilia Bartolomé n'est pas présente dans le dictionnaire de cinéma de José Luis Borau. Le dictionnaire de cinéma le plus important qui a été publié en Espagne, Cecilia Bartolomé n'est pas incluse. Mais pendant longtemps, on a dit qu'il y avait seulement 3 femmes qui ont étudié à l'école de cinéma. C'était Pilar Miró, Josefina Molina et Cecilia Bartolomé. Mais quand j'ai fait cette recherche, j'ai retrouvé plus de 10 femmes qui ont étudié direction, mais ne se sont pas graduées, mais ils ont fait des courts-métrages. Et pour moi, ces courts-métrages, même si ce ne sont pas toujours, il y en a quelques courts-métrages, comme vous verrez, avec le cycle de Cecilia Bartolomé, ou peut-être hier, avec la séance de Novias y Brujas, il y a des films qui sont vraiment très valuables en termes artistiques, esthétiques, etc. Mais il y a d'autres qui n'ont pas ce valeur artistique ou commerciale, mais ils ont une valeur culturelle très importante parce qu'on peut voir le regard de ces femmes au monde, à les rapports entre sexes, à les rapports entre générations. Donc, voir ces courts-métrages, même s'ils ne sont pas parfaits, c'est regarder avec ses yeux. Et bon, il y a la thématique, pour commencer, il y a beaucoup de courts-métrages qui sont protagonisés par des femmes. Une chose qui n'était pas courante dans le cinéma commercial et pas non plus dans l'école. Et il y avait quelques-uns qui étaient protagonisés par des femmes, mais dans ces cas, tous les films qui ont fait les étudiantes de direction, c'était protagonisé par des femmes. Et il y a aussi une manière très particulière de réfléchir sur les relations entre les sexes, entre les hommes et les femmes, qui est très critique, je crois, conscient ou inconsciemment, mais c'est vraiment critique, nous le verrons. Et c'est des films aussi qui suggèrent une espèce de questionnement de la loi, même si on entend la loi comme la loi qui était écrite et qu'il ne fallait pas transgrédir, mais aussi la loi symbolique, la loi, par exemple, du père. Et bon, je pourrais aller cours par cours, mais c'est beaucoup. Mais si vous voulez, on peut regarder un extrait de El Telegrama. Ça, c'est l'un des courts-métrages qu'a fait Elena Lumbreras. Elena Lumbreras a étudié à l'école de cinéma. Elle est partie après pour étudier au Centro Experimental de Cinématographie. Elle a obtenu son titre de directrice là-bas. Et après, a formé un collectif de cinéma militant communiste très important, le Colectivo de Cine de Classe, avec Mariano Lisa. Ils ont fait beaucoup de films ouvriers. Et c'est une réalisatrice assez importante. Et dans ces cours, El Telegrama, qu'on peut voir pendant que je parle, parce qu'il n'y a pas de son, c'est un film où Elena Lumbreras présente un type de femme très peu commun. Et peut-être aujourd'hui, ça n'appelle pas l'attention, mais c'est une femme qui habite toute seule. Ça, c'était pas commun dans les années 60. Ça, c'est 1962, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une femme qui habite toute seule, qui fume du tabac noir, qui était quelque chose qui seulement fumait les ouvriers ou les prostituées, et qui, paradoxalement, est très à une dépendance de son amant. C'est une histoire très triste. Elle attend son amant. Donc, le télégramma, c'est le télégramme qui arrive pour lui dire que l'amant est en train de venir. Et vous voyez comme ici, elle est totalement négligée. Elle ne prête pas d'attention à son image, mais on va pas voir tout. Mais
quand elles savent que son amant va venir, elles se rendent belles, elles se mettent du maquillage, un beau vêtement et tout ça. Et après, quand l'amant vient, il l'ignore totalement. Donc, c'est une critique très amère de l'amour romantique, de présenter un personnage qui est libre, qui est autonome, qui est très contre les stéréotypes de ce qui doit être la femme à la société, mais qui, en même temps, souffre parce que l'homme ne la reconnaît pas. Donc, je trouve que ce court-métrage est assez révélateur aussi le type de regard qu'avaient les femmes qui étudiaient le cinéma, et ça, c'est pas très commun dans d'autres travaux de l'école. Je précise que le Telegrama, il est dans le programme de court-métrage de Novias a Brujas, et même s'il a été tourné sans son, on a rajouté une musique qui a été faite exprès par Mursego, qui est une compositrice basque. Donc il y a de la musique dans le programme de cours. Oui. Ouais. Et du coup, nous, quand nous avons regardé tous les courts-métrages aussi avec l'équipe de la Cinémathèque, on a tous été captivés par Cecilia Bartolomé, et justement dans les discours de ces 3 films d'école qu'on va passer tout à l'heure, parce qu'on a été surpris de son discours assez féministe pour l'époque. Elle parle des contraceptifs, des libertés sexuelles, à un moment où on ne croyait pas qu'on pouvait en parler si librement. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'elle, parce que son engagement au féminisme, à travers le cinéma aussi, qui est un point de vue assez intéressant? Oui, le cas de Cecilia Bartolomé est super intéressant. Elle est, je pense qu'en général, presque toutes les femmes qui ont étudié à l'école de cinéma, avaient une éducation très libérale, on peut dire ça. Libéral, ce n'est pas capitaliste, non? C'est libéral de gauche. Parce qu'en Espagne, parfois, si tu dis libéral, c'est capitaliste, mais je ne veux pas dire ça. Je dis libéral gauche. Donc, ça peut se dire, mais c'est vrai que ça renvoie plutôt au XVIIIe siècle, libéral dans ce sens-là, dans le sens d'ouvert ou de progressiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça veut dire... Ouais, oui, pour ça, je veux faire la matisation. Et donc, une éducation très à gauche, très ouverte, où c'était des femmes qui avaient eu une éducation très répressive, comme Josefina Molina ou Pilar Miró, mais qui se sont révoltées contre ça. Le cas de Cecilia Bartolomé, c'est celle de quelqu'un qui a eu une éducation très progressiste. Et ses parents, c'était des républicains qui ont été fonctionnaires aussi pendant le franquisme, parce qu'ils avaient déjà le titre pour travailler. Ils n'ont pas été répresaliés ou rien de ça, mais ils sont allés travailler à Guinée, donc, qui était la colonie espagnole, Guinée équatoriale. Donc, Cecilia a été élevée là-bas, et elle raconte toujours qu'elle a reçu la même éducation que son frère. Il n'y avait pas de distinction dans la maison entre la mère et le père, et le frère et Cecilia. Donc, pour elle, le féminisme, c'était une chose naturelle. Elle n'avait pas une idée qu'il fallait lutter pour avoir des droits spécifiques. Mais quand elle est allée en Espagne, elle a découvert qu'il fallait beaucoup, et très urgentement lutter pour l'indépendance et l'autonomie des femmes, parce qu'elle a découvert là-bas le machisme et l'oppression qu'il y avait contre les femmes. Donc, elle a entré en contact avec le Mouvement démocratique des femmes, qui était une organisation qui réunissait des femmes de tous les spectres idéologiques. C'était créé par le Parti communiste, mais intégré des femmes de toutes les idéologies, aussi des femmes chrétiennes, des femmes au foyer, et c'était un mouvement féministe. Donc, elle a entré en contact avec ce mouvement, avec Lydia Falcón, qui était à l'époque une féministe très prononcée, et elle a commencé à faire des postulats féministes dans ce film. Et on le verra plus tard dans la séance, non? Mais elle a été punie pour utiliser cette perspective féministe dans ses courts-métrages. Et c'est une chose qu'on parlait avant aussi, comme même s'il y avait cette censure morale politique dans le régime franquiste, la censure féministe est présente n'importe le régime. C'est partout, non? Et ça, c'est quelque chose que Cecilia a souffert dans ce film. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur cette génération des années 60 ou sur Margarita El Lobo, ou
on laisse ça peut-être pour la séance d'après, comme tu vous veux. Voulez. Comme vous voulez. Et Margarita y el Lobo, c'est un film, c'est le film de fin d'études qu'elle a fait à l'école de cinéma. Et c'est un film qui a été créé dans un moment où il y avait beaucoup de liberté à l'école. C'est un moment de révolte, c'est 1969, donc très proche de 1968. Vous pouvez le croire ou non, mais en Espagne, il y avait aussi mai 68 sous la dictature, mais ça a été très intéressant. Et à l'école, il y a eu une révolte. Les étudiants ont eu le pouvoir de contrôler les pratiques et de décider sur l'évaluation des pratiques. Donc, elle a fait ce film, elle a été approuvée, elle a reçu plus de films pour faire plus de pellicules pour faire le film. Mais après ça, il y a eu une nouvelle direction à l'école qui a introduit la censure officielle et ce film a été, on dirait, kidnappé ou comment on dirait, séquestrado. Mis sous séquestre, confisqué. Confisqué et interdit. Et a été presque détruit. Et c'est seulement sauvé parce qu'il y avait deux producteurs qui ont voulu l'extraire de l'école et le conserver. Mais l'école a détruit plusieurs films des étudiants. Et dans cette période-là, que je pense que c'est la période les plus obscure de l'école, même si c'est les dernières années du franquisme. Bon, le franquisme a été horrible les dernières années. A été horrible toujours, mais les dernières années a été comme une espèce de renversement jusqu'au premier temps. Et il y a eu beaucoup de répression et aussi à l'école. Mais bon, comme après, on a la séance, si vous voulez, on parle plus après. Mais sinon, j'ai une dernière question sur Margarita y el Lobo. Et du coup, ces films qui ont été séquestrés, quand est-ce qu'ils ont pu être récupérés et on a pu les voir après? Et ça a été vu pour la première fois, si je ne me trompe pas, dans les années 91, je crois, ou 92. Il y avait une montre de cinéma faite par femme à Madrid, qui a organisé les Athénéos de Madrid. Et c'est là qu'on l'a pu voir pour la première fois. Après être allé au Festival de San Sébastien. Mais pendant tout ce temps, les films étaient complètement oubliés. Pendant 30 ans, quoi. Oui. 30 ans, et pas seulement ça, elle voulait faire un long métrage après ses courts métrages, et le long métrage, elle a travaillé pendant 4 ans dans ce long métrage, et le long métrage a été systématiquement censuré. Elle a dû enlever son nom de le scénario et de la direction parce qu'elle était dans une liste noire. Et même comme ça, les censeurs ont reconnu Cecilia Bartolomé dans le scénario et ont interdit les films parce que c'était à elle. Donc c'est une histoire très fort. Alors, suite à la rencontre, on projettera 3 courts-métrages de Cecilia Bartolomé, dont Margarita y el Lobo, le film dont on parle là. Donc, à partir de la mort de Franco en 1975, la transition démocratique commence. Et est-ce que cette nouvelle période a permis des changements en fait, dans la situation de ces cinéastes femmes? Oui, a permis des changements parce qu'elles ont pu réaliser des films. Cecilia Bartolomé, depuis qu'elle a fini l'école en 1969, elle n'a pas pu travailler avec son nom parce que c'était dans ces listes noires. Et elle a fait des travaux, par exemple, pour la publicité, mais sans signer. Et finalement, en 1978, elle a fait Vámonos Bárbara. Et elle a fait après un autre film très important, un documentaire, Después de. Mais je pense qu'avec toutes les années les plus importantes après ces études, sans pouvoir faire film, et ça a vraiment damné sa carrière. Donc, elle a fait seulement 3 films. Lejos de África, c'était le 3e dans les années 90. Et après, elle a fait quelque chose pour la télé, mais très peu. Et Josefina Molina, presque tout a été fait à la télévision. La télévision, c'était l'espace pour les femmes qui ont étudié cinéma ou réalisation, parce qu'il y en a beaucoup de machisme encore dans le cinéma espagnol et dans le cinéma d'autres pays. Et les femmes avaient beaucoup de problèmes pour faire ça. Donc, elles sont pas interdites de faire film, elles n'ont pas été interdites de faire film, mais elles ont beaucoup de difficultés qui, je pense, continuent. Il faut voir les statistiques et voir que maintenant, cette année, le rapport de CIMA, qui est une association de femmes cinéastes, a dit que les femmes qui participent dans les tournages de cinéma industriel
Et on montait 11 points, mais maintenant, je pense que c'est 37%. Et l'année dernière, c'était 26%. Et donc, il faut encore faire beaucoup. Pour enchaîner avec donc la deuxième génération des années 60 de la EOC et la télévision, on a aussi le cas de Pilar Miró, qui est, je pense, la plus connue de tout le groupe dont on a parlé, parce qu'elle a eu une carrière à la télévision assez importante. C'est quelqu'un qui est très connu pour son œuvre à la télé et au cinéma en Espagne. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle et de sa trajectoire, parce que... Oui, et Pilar Miró, c'est aussi un personnage incroyable. Elle a étudié scénario à l'école de cinéma parce qu'elle a été dit qu'elle allait avoir beaucoup de problèmes si elle étudie direction. Donc, elle a fait scénario, elle s'est diplômée en scénario, mais après, elle est devenue metteuse en scène et réalisatrice à télévision et beaucoup plus d'autres choses. Et elle avait un caractère très, très fort. Et c'est intéressant parce que ce film, qui est Gary Cooper, que estás en los cielos, je pense que c'est son deuxième long métrage, et a un personnage, Andrea Soriano, qui est une espèce a une corrélation avec Pilar Miró. Elle est une réalisatrice à la télévision et qui veut faire des films, mais on ne le laisse pas. Alors, on avait amené un extrait de ce film où vous verrez Andrea Soriano qui va faire un entretien pour la télé et les scènes reproduisent les dispositifs de l'entretien. Donc, vous verrez les caméras, les décors de la télévision et tout ça. Et ce qui je pense que c'est intéressant, c'est que quand elle parle, elle regarde la caméra de télévision qui est en train de la filmer, mais en regardant la caméra, elle nous regarde comme un public. Donc, elle nous interpelle. Et vous verrez qu'elle dit qu'elle voudrait, n'a pas de sous-titrage. Donc, j'explique un peu qu'est-ce qu'elle dit. On lui fait une demande, qu'est-ce que tu voudrais faire pour le futur? Et elle dit qu'elle voudrait faire les films comme les hommes les font. Donc, elle commence à mentionner combien de films a fait Alfred Hitchcock, John Ford, etc., etc. Et combien de films? 60 films, 70 films, 80 films. Et elle dit, je veux faire le même. Et je pense que c'est un bel morceau, un bel extrait pour commenter cela, ¿no? L'importance de l'accès des femmes. ¿O te crees que me gusta hacer este programa imbécil mientras tú haces una función maravillosa? Voilà, c'était l'extrait de Gary Cooper qui fait partie aussi du cycle. Et Sonia nous a proposé une projection performatique, ou performance de projection, qu'on vous propose de voir, parce que c'est une idée qu'elle a eue que nous semble assez géniale. Donc on vous propose, ça va durer une quinzaine de minutes, et après on aura des questions que vous pourrez lui poser à Sonia, si vous avez encore des questions. Bon, je veux dire quelques mots juste pour présenter ça. Et ça fait partie de la recherche que j'ai faite sur les femmes qui ont étudié à l'école de cinéma et qui n'ont pas obtenu le diplôme de direction. C'est donc un exercice, c'est une pratique avec beaucoup d'erreurs, esthétiques ou techniques, mais qui est très intéressant pour la façon dans laquelle elle renverse le regard. Et nous sommes habitués dans le cinéma classique, dans le cinéma en général, que le regard est masculin. Et Laura Mulvey parle de ça. Le regard est un regard où c'est le spectateur qui regarde presque toujours le corps de la femme. Le corps de la femme est toujours objectifié, sexualisé et présenté comme quelque chose de très attractif. Donc dans ce film, 1952, vous allez voir comme ce regard masculin est renversé. Et vous verrez comme le regard est féminin et se projette sur un corps masculin et qui est présenté comme objet de désir. Et ce que je veux faire, c'est un collage de sites qui aide à contextualiser ce film dans les documents de l'époque, avec des documents de l'époque et aussi avec la musique de l'époque. Et j'espère que vous aimerez. Et après, on peut partager un peu aussi les questions que vous avez et tout ça, si vous voulez. Je voulais vous demander si vous pouviez nous en dire plus sur le long métrage qui n'est pas sorti finalement. Cecilia.
Cécilia. Ouais. Oui, c'était un long métrage qui était commissionné par Juan Huarte et José María González Sinde. C'était les producteurs de la maison X-Films, qui était une maison qui faisait des films d'avant-garde, entre autres choses. Et c'est un film qui allait être un film important, je crois. Ils voulaient l'amener en France, en fait. Et c'était un film qui reprenait l'histoire de Margarita et Lorenzo, les deux caractères de Margarita et el Lobo, et qui était expandu. C'était Margarita portée au long métrage. Et ce film a été présenté à la commission de censure et plusieurs fois. Il y en a... J'ai vu 4 ou 5 versions différentes du scénario, signées par des différentes personnes, par Cecilia Bartolomé, son frère, aussi l'actrice principale, qui est Julia Peña, et José Luis Borau, qui était le professeur. Et peu à peu, on voit dans les différentes versions de scénario, comme le nom de Cecilia va disparaître. Parce que systématiquement, les censeurs disaient, ça c'est les travaux de Cecilia Bartolomé. Et ils ont même changé le titre. Le film allait s'appeler Que tal Margarita? Et ils ont changé le titre Que tal Teresa? Et ils ont changé le nom de caractère. Margarita était Teresa et Lorenzo était un autre caractère, je ne me rappelle plus. Et parfois, ils ont oublié de changer les noms, les scénarios. Et les censeurs c'était les mêmes qui avaient censuré son travaux d'école. Il y avait 2 censeurs qui étaient dans son travail, qui avaient censuré son travaux d'école et après le long métrage. Donc, ils reconnaissaient tout le temps la présence du court-métrage et la présence de Cecilia, et ils l'ont censuré systématiquement. Et après ça, le film a été, comme je disais, a été séquestré et l'école a essayé de le détruire, mais a été sauvé en forme de négatif. J'ai une histoire très jolie, très, très belle de ça. Et quand ce directeur, qui était Juan Julio Baena, c'était un directeur qui était un directeur de photographie très important. Il avait travaillé avec Juan Antonio Bardem, avec Carlos Saura, mais il était un esquirol, on peut dire en français, non? Esquirol. Il a dénoncé. Il était affilié au Parti communiste, mais après, il a dénoncé les gens à gauche. C'était quelqu'un qui... Une taupe. Comment? Un topo, aussi. Un taupe. Oh, un taupe, oui. Et oui, il était un taupe. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'allais dire, pardon. Oui, et il a ordonné de détruire tous les films qui étaient censurés à l'école, mais il y avait les personnels qui travaillaient dans les almacenes, dans les magasins. Les réserves. Ah. Ceux qui travaillaient dans les réserves ont sauvé les négatifs. Donc, ils ont détruit les copies positives, mais ont sauvé les négatifs. Et c'est comme ça que quelques films ont été récupérés plus tard. Entre eux, la Primera Communión d'Antonio Drobe, qui a été aussi interdit et détruite, mais après a été récupérée. Donc, c'est une histoire très affreuse, mais c'est comme ça. Mais finalement, on peut le voir quelque part, ce film? Non, il n'a pas cet effet. A été interdit totalement. Il y a les scénarios. Et le scénario est à l'Archive générale de l'administration, c'est Alcalá de Henares, et on peut le trouver. Mais pour moi, c'était même difficile de le trouver parce que je pensais que le titre c'était Que tal Margarita, je cherchais Que tal Margarita, et il n'apparaissait pas. Et un jour, Cecilia, je lui ai dit, Cecilia, mais je ne trouve pas le scénario, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, bon, j'ai changé le titre, c'était Que tal Teresa. Alors je le cherchais et le scénario est là. Donc on peut voir qu'est-ce qu'il y avait comme propose. Merci pour ce précieux exposé et toutes ces femmes de refaire apparaître un matrimoine cinématographique en Espagne. Et pareil, en France, c'est pareil, on a aussi même histoire aussi d'une méconnaissance. Et j'ai récemment, on a connu assez récemment Alice Guy Blaché, une des pionnières, justement, film pionnière du cinéma. Et il y a aussi Germaine Dulac et Jacqueline Audry,
dans les années 40-50. Et ces femmes aussi, quand on voit leur parcours, c'est indissociable de la collaboration avec d'autres femmes, soit avec leurs amantes, c'est-à-dire qu'elles étaient lesbiennes, soit avec leurs sœurs. Et je voulais savoir si, pour un peu aussi casser les histoires de l'art des personnes qui sont seules, donc vous avez bien noté en effet qu'elles étaient, pour certaines, il y avait des couples avec leurs compagnons étaient dans l'industrie du cinéma et que ça, ils les ont empuissancés en leur disant « vas-y ». Et est-ce que vous avez aussi des informations sur des compagnonnages ou des éléments de sororité collaborative, de solidarité féminine parmi ces artistes cinéastes? Merci. Et merci pour vos paroles et pour la question. Et, oui, dans le cas d'Anna Mariscal et Margarita Alexandre, je n'ai pas trouvé. Et c'est presque tout un univers masculin. Elle était dans un univers masculin. Mais à l'école de cinéma, c'est différent. Et par exemple, Cecilia Bartolomé s'est réunie avec ces femmes du Movimiento Democrático de Mujeres, qui étaient surtout des femmes, et aussi avec les étudiants de cinéma. Par exemple, dans le film que vous allez voir après, La Noche del Doctor Valdés, elle compte sur Catherine Waldo et Teresa Dressel, qui étaient étudiantes de direction, pour faire des petits rôles dans le film, mais aussi elles ont reçu l'aide de ses collègues dans l'école. Et aussi, dans le cas de... Josefina Molina était aussi entourée par beaucoup de gars. Et elle était dans l'ambiance du ciné-club. Et dans le ciné-club, il y avait plutôt des hommes, mais aussi des femmes. Mais Josefina Molina n'est pas si entourée de femmes comme Cecilia Bartolomé. Mais les autres, mais je pense aussi que c'est intéressant d'une partie rechercher si ces liaisons ont existé, mais aussi tracer les liaisons nous-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, voir comme dans un moment déterminé, il y avait plusieurs femmes qui essayaient de faire des études de cinéma. Parce que déjà, je trouve que ça, c'est une histoire collective, même si elles n'étaient pas ensemble. Dans le cas de Lisa Corona, le caractère d'Angelita Asensio, dont j'ai parlé, elle étudiait aussi cinéma, elle écrivait des petits romans, des histoires, et elles étaient des amies aussi. Et je pense qu'elles ont fait aussi une très grande alliance dans l'école, où elles s'étaient un peu, je pense qu'elles étaient un peu moquées par les professeurs, et je pense qu'elles se sont protégées mutuellement. Et bien sûr, je pense que c'est très intéressant, c'est très difficile à rechercher ces réseaux de sororité parce qu'il y a très peu de documentation, spécialement dans les cas des étudiantes qui n'ont pas reçu le diplôme. Il y a très peu de documentation et c'est très difficile à voir. Il n'y a pas de lettres, d'écrits intimes qui permettent de voir ça. Mais je suis sûre qu'il y avait, parce que je pense que ça a été très important pour qu'elle puisse faire ces études et ces cours. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, non, Josefina Molina, elle a été à l'origine de la fondation de CIMA ou de... Enfin, elle a milité après, Josefina Molina, déjà dans les années 2000. Oui, dans la démocratie, oui, elle a été la présidente, la fondatrice. Aussi, si oui. Bon, et je ne connais pas beaucoup cette histoire, mais c'est vrai que maintenant, à la démocratie, c'est plus facile aussi, les femmes sont plus organisées, les femmes de la profession cinématographique. Donc, je pense que c'est plus connu aussi, cette histoire. Mais Josefina Molina et aussi Cecilia Bartolomé est membre de cette association. Mais c'est vrai que pendant la dictature, était aussi interdit. Mais toutes ces recherches sortent d'une question qu'on m'avait fait ici en France. J'ai participé dans un colloque et on m'avait demandé quel était le support de la proteste féministe en Espagne dans le cinéma. Et le fait, c'est qu'il n'y a pas de cinéma féministe dans les années 70, si n'est-ce pas les travaux d'école. Parce qu'on peut voir qu'en France, qu'au Mexique, qu'au Royaume-Uni, il y a des collectifs féministes qui ont fait des films dans les années 70, mais en Espagne, comme il y avait la dictature, on avait peur d'aller avec les caméras dans la rue. Mais c'est vrai qu'on a fait des films militants, mais militants ouvrières de classe, mais pas nécessairement féministes. Donc, ces travaux-là sont très, très importants à ces regards-là.
Bonjour, je peux juste donner une petite anecdote qui rend optimiste sur la recherche. Parce que voilà, je suis archiviste hein, et j'ai travaillé il y a quelques années aussi dans le cadre de ma passion sur un bateau, le Winnipeg, le bateau de Neruda, qui a transporté les réfugiés espagnols depuis le port de Bordeaux jusqu'à Valparaiso au Chili. Et ce Winnipeg, pour financer ses voyages dans le cadre à l'époque d'une compagnie anti-franquiste de navigation, avait été loué pour faire des films. Ah, mince, pardon. Avait été loué pour faire des films, dont un avec Edwige Feuillère, une grande actrice de cette période, et qui portait un titre, L'Emigrante. Voilà. Et le film a été tourné au port de Pauillac, et grâce à cet argent de la location de ce bateau, eh ben, les cabines ont pu être aménagées. Alors le film a disparu, j'ai retrouvé des photos, j'ai retrouvé des affiches de ce film, et le bateau a été ensuite coulé, hein, voilà. Et en 1941, alors je suis au musée départemental de la Résistance, et une jeune fille étudiante en master présente un travail qu'elle fait dans le cadre de son master, c'est son travail d'études, sur la censure cinématographique du régime de Vichy. Voilà. Hein. Et elle cite et elle projette une liste de films interdits. Et parmi cette film interdit, je trouve le titre L'Emigrante. Voilà. Et je vais voir cette jeune fille à l'issue de sa présentation au musée, et elle me dit « Ah, ben, il y avait la liste, mais je ne suis pas rentré dans tous les films, et je ne suis pas rentré sur les causes. Mais je sais qu'il y a eu une dénonciation, et c'est suite à une dénonciation. » Voilà. Cette dénonciation, je l'ai retrouvée, elle date de décembre 1941 aux archives départementales. Elle est adressée au commissariat de la censure, hein, vichiste. Hein, et moi qui croyais que cette censure s'adressait au fait que ce bateau, le Winnipeg, figurez-vous, sur ces deux cheminées, sont peintes un I et dans un O, Internationale ouvrière. Voilà. Et je croyais que c'était un lien avec ça, qu'un dénonciateur, comme vous disiez, hein, un esquirol. En France, esquirol, c'est l'antigréviste. Hein. Voilà. Bon, peu importe. Et c'était pour cela qu'il avait envoyé cette lettre de dénonciation qui demandait la fermeture. Il y avait 2 cinémas toulousains, j'ai les noms de ces cinémas, qui proposaient ce film. Donc il expliquait le pourquoi, selon lui, ce film valait d'être interdit. Et figurez-vous que ce n'était pas pour ça, pas pour l'Internationale ouvrière. C'était parce que l'Emigrante, et cette jeune femme, Edwige Feuillère, s'amourachait d'un étranger. Vous voyez, on est dans Vichy, hein, on est même dans l'actualité là. Elle s'amourachait d'un marin étranger à l'intérieur de ce bateau. Bon, enfin, tout ça pour dire que le monde est rond, l'histoire, la mémoire, c'est du poil à gratter. Et vive la mémoire et vive la transmission. Voilà. Oui, c'est totalement fascinant ce que vous disiez. Je ne sais pas si on a échangé des emails, ça me dit quelque chose, je ne sais pas, je dois regarder. Mais c'est fascinant et ce que vous disiez, je pense que donne une idée de l'importance des archivistes. Je pense qu'il faut que les archivistes sont plus présents ou plus en communication avec les chercheurs. Et ce travail que vous faites, je vous félicite parce que je trouve que c'est incroyable. Vous devez le publier à quelques moments si vous ne l'avez pas fait. C'est super, super intéressant. Et merci pour le partager. C'est super. Oui, merci beaucoup. Donc, on doit finaliser cette rencontre. Et donc, merci Sonia merci à vous. Pour cet éclaircissement. Et merci à vous tous. Bonne soirée.